Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures du mois de janvier. Ma première lecture du mois de janvier a été le livre Les nouveaux petits souliers dans l'entrée d'Amy Lachapelle. C'est l'histoire d'un couple qui veulent adopter un enfant de la DPJ, l'adopter à long terme, et c'est cette histoire-là qu'on va suivre, le processus, les discussions avant, le processus pendant pour devenir une famille d'accueil, et puis l'arrivée de cet enfant qui veut pas chamboule quand même l'organisation de cette famille, même si on est préparé. C'est un sujet que j'avais hâte de lire, c'est une histoire, j'avais pas énormément d'attentes, mais je me disais que le sujet allait me toucher. J'ai malheureusement été déçue à plusieurs égards. Premièrement, la protagoniste, c'est la mère qu'on suit, c'est Stéphanie qu'elle s'appelle, et elle a vraiment une personnalité difficile à aimer. Je regardais un petit peu les commentaires sur Goodreads. Je qualifierais, si vous connaissez un peu l'énéagramme, de personnalité de type 3, quelqu'un qui n'aime pas l'échec, quelqu'un qui aime beaucoup gérer, qui se dit elle-même germaine, les émotions à fleur de peau, c'est up, c'est down, ça va rapidement d'un côté ou de l'autre, ça va pas de sa manière à elle. C'est pas des personnages qu'on est pas habitué de voir, mais c'est des personnages qui sont quand même un peu choquants à suivre dans leur tête lorsque nous-mêmes, on n'est pas ce genre de personne-là et on voit qu'elle sait à quel point elle peut être intense et rigide et qu'il faut que ça fonctionne de cette façon-là. Mais c'est quand même, en tant qu'adulte, elle est un adulte, que moi je suis un adulte, c'est quand même confrontant à suivre un personnage comme ça. Et c'est plutôt de elle que l'idée au départ venait d'adopter à la DPJ. Et je sais pas c'est quoi les raisons de façon générale que les gens choisissent d'aller à la DPJ versus l'adoption internationale ou autre moyen d'avoir un enfant. Mais j'avais comme l'impression que vouloir un enfant pour combler un vide, c'est une raison, ma foi. En tout cas, pour moi, je trouve pas ça une super bonne raison, dans le sens que ça devrait être un plus, et tu sais, comme la situation devrait déjà être parfaite, puis ça va rajouter quelque chose, mais pas pour combler quelque chose. Puis peut-être que c'est juste la façon qu'elle le disait, puis elle voulait aussi être un peu comme une sauveuse, d'aller aider un enfant qui en a vraiment besoin, tout ça. Et c'est louable, mais il y a comme pas juste toi dans cette relation, dans le sens où il y a comme une certaine réciprocité. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui a passé par ces étapes-là, mais je suis enseignante et je travaille avec des enfants qui sont suivis par la DPJ. Je travaille avec des enfants qui ont eu des familles d'accueil. Donc, je vois quand même la réalité de ces enfants-là. Et oui, c'est louable de vouloir sauver, mais en même temps que l'enfant peut nous apporter et va t'apporter beaucoup de choses aussi. Et ils ont des vécus, ils ont des historiques, ils ont des comportements qui viennent de quelque part que tu ne sais pas et qui vont troubler. J'ai trouvé qu'elle était, ma foi, très naïve là-dedans. J'ai trouvé que le ton, c'était comme, oui, oui, je sais là, que ça peut être des enfants difficiles, mais tu sais, on est une bonne famille pis tout ça. Puis rendu à la difficulté, c'est comme, ok, c'est plus que ce que je pensais. Tu sais, je comprends pas nécessairement pourquoi l'enfant fait ça et elle passe énormément de temps avec cet enfant-là au détriment un peu du sien. Donc, je l'ai trouvé très maladroite comme personnage. Puis forcément, il faut un personnage masculin, son conjoint, qui soit laid back à mort pour vivre avec une fille comme ça, qui est tout le temps comme un peu comme oui, puis qu'il y a rien qui le stresse, il y a rien qui le fâche, qui parfois essaie d'ouvrir la porte sur certaines choses, mais comme ultra délicatement, qui vit ses tempêtes sans en rajouter. C'est ça. La protagoniste principale, pour moi, c'est une des grandes faiblesses. Et l'autre chose, c'est vraiment ce ton-là naïf. J'ai l'impression que c'est la vision que monsieur, madame, tout le monde qui connaît pas le milieu d'éducation ou pas le milieu de la DPJ aurait sur adopter un enfant de la DPJ. Et c'est pas nécessairement mauvais, mais en même temps, moi, personnellement, je voulais quelque chose de plus.
je me serais attendue à des réflexions plus nuancées, à sortir un peu du premier degré au premier jugement, parce qu'elle est très judgmental. Elle a beaucoup de jugements envers les autres aussi, envers la famille de cet enfant-là. Puis ça, tu sais, on peut-tu avoir un petit peu plus d'empathie, puis comprendre qu'on n'a peut-être pas eu la même chance, qu'on vient pas tous de la même place, que ces gens-là font quand même de leur mieux. Après avoir lu Noué de Catherine Voyer-Léger, puis ce roman-là, il est vraiment pas uniquement sur ça, mais il aborde le fait qu'elle a adopté une fille, puis qu'il y avait la relation avec l'autre mère, parce que ça sera toujours sa mère biologique, même si elle, ça devient sa mère d'adoption et tout ça. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un désir de nuance et de faire attention. Il y a vraiment comme... C'était beaucoup plus rafraîchissant que ce que j'ai lu ici. Fait que, tu sais, au final, j'ai comme malgré tout été assez déçue. Puis au-delà de l'adoption puis de tout ce qu'elle va vivre avec cet enfant-là et tout ça, il y a comme des alternances avec le passé, puis son propre passé, puis sa famille. Je sais pas trop à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on voulait faire en expliquant les enjeux avec sa famille, son père, sa mère, son frère avec qui c'est difficile, ses relations familiales. Je sais pas trop c'était quoi l'objectif. Ça apportait pas grand-chose de plus. En fait, c'est là qu'elle était au pic de son jugement par rapport à son frère et tout ça. Je dis pas que c'est pas fondé et que ces personnes-là, tu sais, il y a pas des choses qui pourraient être travaillées ou, tu sais, qui pourraient pas faire d'introspection ou tout ça. Mais le ton, là, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas tant apprécié. Fait que malheureusement, ça a été comme une lecture décevante. J'irais même pas à correct, là. Je suis un peu déçue en deçà de ce que je me serais attendue pour une histoire comme ça. Ça passe par le personnage, ça passe par le ton. Tu sais, c'est sûr que l'histoire, comme on sait exactement où ça s'en va, là. Il n'y a pas de surprise quant à l'évolution de cette histoire-là, puis les intrigues avec son frère et tout ça. Il n'y a même pas de grande évolution, puis tu sais, il y a même ce discours-là, tu sais, qu'on doit un peu tout accepter de se faire faire parce que c'est la famille de sang, puis moi je suis pas tant d'accord avec ça. Je comprends que c'est difficile, je comprends que c'est délicat, mais c'est pas parce que c'est ta famille que tu devrais tout endurer, que en tout cas, fait non, ça n'a pas fonctionné malheureusement comme première lecture de l'année. Et d'ailleurs, la dernière lecture du mois de décembre avait été plutôt bof aussi. Fait qu'on va espérer que le ton change par la suite parce que ben je m'attendais pas à être si déçue par cette lecture-là. En janvier, j'ai rapidement dévié de l'ordre des livres que j'avais établi pour aller piger un petit peu dans ce qui me tentait possiblement. Donc, j'ai continué avec Aphélie de Michaela Nicole, qui est une autrice que j'ai découvert grâce à ce roman-là parce que je ne l'avais pas lu préalablement. Il y a son autre roman, je pense que c'est Les Filles Bleues, où il y a un titre similaire, là, je vais vous mettre la couverture, qui avait quand même fait jaser, qui avait eu des bonnes critiques aussi. Moi, j'ai lu Aphélie parce que je l'avais vu passer dans un article des libraires qui parlait de littérature LGBTQIA2SB+. Ça disait en dessous de la mention roman lesbienne. Je vous avouerai que c'est pas mentionné, je sais pas si c'est comme ça que l'auteurice décrit son livre, mais moi j'avais plutôt l'impression que c'était de la bisexualité que lesbienne, mais c'est mon interprétation, puis j'ai pas fait mes recherches, rien de tout ça, j'ai juste vu l'article des libraires. Puis j'ai l'impression que l'article des libraires aussi, c'était pas en recherche puis en validation auprès de l'auteurice, mais encore une fois, je pourrais me tromper. Donc, on suit une protagoniste dans cet ouvrage-là qui habite avec un homme, qui a une relation amoureuse avec un homme. Et puis, elle a son travail qui est de nuit, comme réceptionniste aux plaintes ou aux problématiques, un centre d'appel. Elle travaille de nuit et elle va rencontrer une journée... elle va aller au bar, puis il va voir cette fille-là qui va un peu comme tout chambouler ses certitudes du moment.
C'est un ouvrage quand même assez mélancolique. Je vous avouerai que j'étais vraiment dans le mood pour quelque chose comme ça lorsque je l'ai lu. C'est pas en grande intensité, c'est des petits chapitres, ça se lit assez rapidement. Il y a comme cette couleur bleue, grise, c'est pas nécessairement triste, mais c'est vraiment de la mélancolie là, que j'appellerais ça. C'est une femme qui a pas nécessairement beaucoup d'ambition, mais en même temps, c'est aussi parce que elle a pas la force d'avoir plus d'ambition. Son chum, il lui dit qu'elle devrait appliquer pour le chiffre de jour au lieu de la nuit. C'est comme beaucoup d'efforts. Puis en même temps, il y a comme un certain confort aussi dû au fait qu'elle connaît le chiffre de nuit, puis ça ne dérange pas outre mesure. Donc ça a l'air de déranger les autres qu'elle ait plus ou moins d'ambition. Et là, avec la rencontre de cette fille-là, c'est un peu comme un questionnement par rapport à elle et ses relations amoureuses, dans le sens que est-ce que c'est juste un pattern de lorsqu'elle rencontre quelqu'un qui lui plaît, là elle s'emballe puis elle veut comme laisser l'autre, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle désire? Donc il y a comme une réflexion autour de ses relations amoureuses, celle qu'elle va peut-être avoir avec cette fille-là, celle actuelle puis celle de son ex. Donc c'est un roman que j'ai bien aimé, j'étais vraiment dans le mood pour ça. L'écriture, ça se lit bien, l'ambiance, j'ai pas trouvé que c'était nécessairement un coup de cœur, mais j'étais à la même place qu'elle à cette journée-là dans ma vie. Tu sais, c'était comme une journée blanche, une journée que je voulais rien faire, que je voulais parler à personne, que j'aurais juste fait mon petit bonhomme de chemin, puis c'était tant mieux. Donc, si ça vous parle, c'est un roman qui pourrait probablement vous plaire. Par la suite, j'étais comme pas encore sortie de cette émotion-là. J'ai décidé de lire La tendresse attendra de Mathieu Simard. Mathieu Simard, j'ai lu beaucoup de ses ouvrages à cause que j'ai lu la série complète de Pavel. J'avais lu les écrivements, puis ça m'avait pas autant remué que tous ceux à qui j'en avais parlé. Et je pense que c'est Cindy Landes, Booktube, qui avait lu La tendresse attendra et qui avait beaucoup aimé. Donc je me suis dit, je vais réessayer un ouvrage adulte de Mathieu Simard, on va voir comment je feel et tout ça. Donc, dans La tendresse attendra, on va suivre un protagoniste qui vient de se faire laisser par sa conjointe. Et là, il y a comme un désir de changer d'emploi, de lui démontrer qu'il est quelqu'un d'autre ou qu'il peut être autre chose. Il y a comme l'impression que c'est ça qui a mis fin à leur relation, puis pourquoi elle l'aime un peu moins. Donc, il se dit, si je suis pas auteur, si je suis peut-être plombier, si j'ai différentes aptitudes, si j'agis comme si elle me manque pas, peut-être qu'elle va revenir et tout ça. Il est comme un peu dans le déni de cette situation-là. J'ai commencé l'ouvrage, puis là, rapidement, je me suis dit, il y a une belle plume, Mathieu Simard, mais j'ai l'impression que c'est pas une plume qui connecte tant que ça avec moi. Puis le sujet aussi, je trouvais ça un peu pathétique quand même. Je comprends qu'il y a des relations amoureuses qui se terminent, qui sont vraiment difficiles. Personnellement, c'est pas, j'ai jamais vécu ça. J'ai vécu des fins de relations amoureuses. Il y en a que c'est pour moi qui a initié, mais je les ai jamais vécues de cette manière-là. Puis je me vois mal en tant qu'individu réagir comme ça et je comprends pas beaucoup les gens qui réagissent comme ça. Donc, j'avais comme de la misère là, à voir où est-ce qu'il s'en allait avec ça. J'avais un peu de sympathie pour lui, mais c'est définitivement pas la meilleure manière d'essayer de revoir quelqu'un. Puis, tu sais, lorsque c'est terminé, même si c'était pas mutuel comme décision, même si c'était unilatéral, si c'est terminé, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire pour rabibocher tout ça. Donc, il y avait toute ces réflexions-là dans ma tête pendant que je lisais le livre, puis je me disais, pauvre type, tu veux, là, mais ça fonctionnera pas. Donc, j'ai quand même suivi ses péripéties, puis sa nouvelle job, puis finalement, il y a quand même une petite twist par rapport à ça qui est intéressante. J'ai terminé le livre sans que ça soit pénible ou quoi que ce soit, malgré que j'ai l'impression que je communique pas tant que ça avec l'écriture, comme je vous disais, de l'auteur. Ça fait très aussi autobiographie parce qu'il parle des salons du livre, il parle qui est auteur, le protagoniste. Donc, tu sais, ça fait un peu autofiction. Est-ce que c'est lui qui parle? Est-ce que ça s'est vraiment passé? On sait pas. Il y a comme un genre de flou qui est intéressant par rapport à ça. Mais ce que j'ai vraiment
apprécié le plus, c'est la fin. Je ne m'y attendais pas du tout et ça a vraiment remis en perspective toute la lecture que je venais d'avoir. Et là, je comprenais vraiment mieux plein de choses. C'était comme si on m'avait ouvert les yeux. Cependant, ce que je trouve un peu risqué avec ça, c'est que si je m'étais tannée un peu plus vite, puis je l'avais pas terminé, j'aurais jamais eu ce développement-là, puis j'aurais pas eu cette prise de conscience-là. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a une finale qui bouleverse, une finale choc, sauf que je sais pas si ben là, pour moi, en tout cas, tu sais, le chemin pour s'y rendre était quand même pas si évident que ça. Donc, j'aurais aimé que les deux soient balancés, que j'aie beaucoup de plaisir, que je sois très investie tout au long du livre et qu'à la fin, en plus, il y ait cet élément-là, puis ça fasse comme paf. Donc, tu sais, encore une fois, c'est pas un coup de cœur, c'est une bonne lecture. Il y a aussi, je pense, des affinités personnelles qui sont pas tout à fait là. Donc, mais si c'est quelque chose qui vous parle, ben, je pense que vous pourriez apprécier. J'ai continué avec un livre que je pensais vraiment pas lire au mois de janvier. C'est mon amie et collègue Joanne qui me l'a prêté. Elle m'en avait parlé pendant le bout du salon du livre. Puis elle disait, oui, Stéphane Rousseau, il a sorti sa biographie. Puis là, j'étais comme, je l'ai pas vu passer, je comprends pas. Je l'ai pas vu sur Instagram. Puis je l'ai cherché un petit peu au centre du livre. Puis je l'ai pas vraiment trouvé. Puis j'étais comme, mon Dieu, ils font de la promo pour des autoristes comme Mariana Mazza, comme Guillaume Pinault, je l'ai vu passer. Name it, pourquoi Stéphane Rousseau, qui est quand même une personnalité assez connue au Québec, je l'ai pas vu nulle part, je l'ai pas vu sur les réseaux, c'est surtout ça. Et tu sais, j'imagine que la maison d'édition, K.O. Édition, fait pas nécessairement de promo, puis l'autre que je connais de K.O., c'est Lamentable de Sam Cyr. Lamentable! Mais Lamentable, j'ai vu beaucoup de promo parce que je suis Sam Cyr, puis je suis le podcast et tout ça. Donc, c'est KO, fait peut-être pas de promo, mais en tout cas, j'avais rien vu à propos de ce livre-là. J'étais flabbergastée. J'étais comme c'était une célébrité, puis j'en ai pas entendu parler, je comprends pas. Donc, outre tout ce choc, j'étais vraiment trop curieuse, donc je l'ai lu. Sa biographie qui se nomme Famille royale. C'est l'histoire de Stéphane Rousseau. Si vous connaissez un petit peu, ben, je veux dire le personnage parce qu'on connaît pas vraiment sa vie, mais elle a été ponctuée d'éléments quand même assez insolites. Il a été dans un camp de nudistes à peu près de 6 à 16 ans. Ça, c'est quand même un élément assez insolite que peu de personnes ont vécu dans leur vie. 2, la mort a été très proche de lui, très longtemps, et il a perdu beaucoup de membres de sa famille assez rapidement. Et 3, c'est un peu connecté au camp nudiste, mais la sexualité a pris beaucoup de place dans sa vie, rapidement et de manière inadéquate. Puis je pourrais rajouter 4. Il était dans les bars et avec des personnes plus ou moins recommandables à un très jeune âge. Donc, tous ces éléments-là ont vraiment forgé qui il est aujourd'hui. Et ça permet de comprendre vraiment son cheminement et pourquoi il est qu'il est aujourd'hui. Mais c'est vraiment comme une vie particulière. Je suis pas prête à dire nécessairement une vie de marde, puis surtout pas dans le ton que c'est écrit. Pour vrai, c'est super bien écrit. Ben, tu sais, je dis super bien écrit. Je suis pas une très bonne évaluatrice de la qualité d'écriture, mais ça se lit vraiment très bien. C'est comme des petites anecdotes assez chronologiques, je vous dirais, là, tout au long du livre. On part de son enfance, puis on s'en va vers son âge adulte. Puis à partir de ces petites anecdotes-là, ben, on comprend, puis on construit un petit peu sa vie jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça nous permet là, de voir c'était quoi les relations familiales, sa relation avec sa sœur, sa relation avec sa mère, sa relation avec son père. Ça aussi, c'était une relation assez particulière. Ben, en fait, toutes les relations avec sa famille proche, il y avait chacun leur petite chose, un peu comme tout le monde, mais lui, parfois un peu plus. Puis toute la relation avec le camp nudiste, toute la sexualité aussi qui prend beaucoup de place, parce qu'au-delà du fait d'être nu, là, il y a aussi des touchés inappropriés, c'est aussi pas la même époque et tout ça. Il y a quand même, à mon avis, moyen d'être dans un camp nudiste et d'observer sans toucher. En tout cas, c'est une histoire qui m'a bouleversée. C'est écrit quand même avec un ton assez neutre, donc on aime suivre ce protagoniste-là, on comprend
ses réactions, on comprend ses mécanismes de défense, on voit qu'il veut démontrer toutes les facettes de certaines personnes, les belles et celles qui sont moins belles, parce que c'est vraiment l'entièreté de ces personnes-là, entre autres son père. Puis je comprends pourquoi, ben je sais pas si son papa est encore en vie aujourd'hui, mais je comprends pourquoi tu voudrais peut-être attendre que ces personnes-là ne soient plus en vie pour écrire un tel ouvrage, parce que c'est quand même difficile à dire à tout le monde, puis aussi pour cette personne-là, même si c'était une autre époque et tout, il y a quand même, tu sais, les moments inappropriés ont quand même existé. Donc j'ai trouvé ça vraiment une super bonne lecture. Pour le moment, c'est une de mes meilleures lectures du mois de janvier. J'ai dévoré, j'étais avec lui, ça se lisait super rapidement, toutes les petites chroniques, tout était bien construit, puis je comprenais tout ce qui se passait. J'étais choquée de l'âge à laquelle il se passait certaines choses. Tu sais, parfois il était dans les bars, puis ça dit qu'il a comme 14 ans, puis j'étais comme, oh mon Dieu, puis tout ça s'est passé avant. Donc c'est vraiment un ouvrage qui m'a bouleversée. C'est incroyable que ça soit sa vie à lui. C'était une montagne russe d'émotions. Définitivement, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Stéphane Rousseau, ou si vous voulez juste découvrir une vie, ma foi, assez rocambolesque, je vous le recommande fortement. Ma dernière lecture du mois de janvier a été Bon chien de Sarah Desrosiers. Dans cette histoire, on suit une protagoniste qui va s'inscrire à une école de ballet. Donc, ben, c'est des auditions, puis elle est choisie, mais dès le départ, c'est très clair qu'elle est pleine de défauts, qu'elle n'a pas vraiment de talent. Ils la choisissent un peu parce qu'ils voient qu'elle travaille fort, mais il n'y a jamais d'encouragement vraiment. C'est très étrange la relation et le pourquoi elle est dans cette école-là, mais on va suivre son parcours. C'est un ouvrage écrit à la deuxième personne du singulier pour la presque totalité du livre et ça donne cet aspect froid et ça fonctionne vraiment avec le contexte, ça donne beaucoup à l'atmosphère. D'ailleurs, ce qui ressort le plus sur moi de ce livre-là, c'est vraiment ce qu'on établit, comment on se sent, même si on n'est pas dans sa tête à la protagoniste, même si on est à la deuxième personne du singulier, l'ambiance est lourde, c'est oppressant, c'est difficile et c'est aussi très robotique dans le sens que il faut qu'elle fasse ses choses pour que son corps soit parfait, pour qu'elle soit la meilleure ballerine possible, il faut qu'elle fasse ces mêmes exercices un nombre interminable de fois, il faut qu'elle fasse telle chose et ça manque beaucoup d'humanité, c'est vraiment comme si on gérait des petits robots. Donc je trouve que l'utilisation de la deuxième personne aide beaucoup à faire en sorte que ça soit froid, un peu comme une salle de classe, une salle de ballet, là, pour dire, si je n'ai jamais fait de ballet, mais j'ai l'impression que c'est froid. Et il faut être bien placé, que c'est pas le ressenti, c'est pas les émotions, c'est juste la bonne position et c'est tout. Ce qui est vraiment troublant aussi, c'est que dès le départ, on sait qu'elle n'est pas une ballerine exceptionnelle. Elle-même est très au courant et on lui répète tout le temps, il y a celles qui sont bonnes, puis il y a elle. Elle a d'autres qualités qui vont être utilisées éventuellement, mais elle ne sert vraiment pas à grand-chose autre qu'à être humiliée constamment. On la fait travailler plus fort que toutes les autres et même à ça, on est quand même très déçu du résultat. Il y a un petit bémol que je vais ajouter à mon appréciation quand même très bonne de ce livre-là, c'est qu'à quelques reprises, dans certains chapitres, particulièrement au début, on a la perspective de la narration, de la narratrice principale au jeu, mais on sait pas c'est qui, on dirait que c'est très métaphorique la manière que ces chapitres-là sont faits. On parle du loup, puis on sait pas c'est qui cette personne-là, ni par rapport à la protagoniste, ni par rapport à l'histoire. Donc, est-ce que c'est comme sa conscience? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que j'aurais vraiment voulu avoir plus de réponses par rapport à cette narration-là, puis il y en a pas. Ça termine, puis en tout cas, moi, personnellement, je l'ai peut-être pas compris, mais j'ai pas vu, j'ai pas eu les indices de quelle était cette narration-là.
Et la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que la fin, même si dans un certain sens, je pourrais dire qu'elle est prévisible, c'est pas quelque chose nécessairement qu'on se dit ah c'est là que ça s'en va, mais lorsque on déboule les marches, on se rend compte que c'était inévitable. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait et que c'était satisfaisant comme fin. Donc ça a été une super bonne lecture pour terminer mon mois de janvier. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo, ben on va dire tous les samedis, mais je peux pas faire de promesses. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.